C'est une émission exceptionnelle, jusqu'à 9 h. Exceptionnelle sur RMC et BFM TV, avec deux invités exceptionnels pour parler. Ce ne sont pas les deux invités, nos deux invités qui sont exceptionnels. C'est l'hommage que nous allons rendre à un homme exceptionnel, populaire, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus, producteur, bonjour, producteur historique de Johnny Hallyday, et Michel Drucker. Bonjour Michel. Jean-Jacques. Si ému, si bouleversé hier soir sur France 2. Avant de parler de Johnny, avant d'évoquer le souvenir de l'artiste, de l'homme, je voudrais commencer avec ce qui va se passer maintenant, Jean-Claude Camus. Johnny va recevoir un hommage national, un hommage populaire de tous les Français. Comment est-ce que ça va s'organiser? Vous avez... Pour l'instant, c'est en cours d'organisation. Oui. Je ne suis plus ni son manager, ni son producteur, je suis son ami, mais les choses vont être définies ce matin. Je pense que d'ici midi, on saura exactement ce qui se passe. Il se murmure que ce serait pour samedi après-midi. Et en tout cas, moi, je rêve. Je sais que Laetitia en rêve aussi, à ce qu'en tout cas, Johnny descende, ne serait-ce que pour que le public, tous ces gens qui vont venir de tous les coins de France et tout, puissent l'apercevoir une dernière fois et qu'ils descendent les Champs-Élysées où il voulait chanter, où il s'est avéré que c'était une fausse bonne idée. Il y a quand même un dîner chez Jacques Tibéry à l'époque, Jean Tibéry, pardon, oui. À l'époque, où on avait décidé, et on a travaillé 6 mois sur le sujet. Chanter sur les Champs-Élysées. Oui, on avait une maquette roulante, etc. On a travaillé des mois, fait des tas de réunions, jusqu'au moment où je suis au pied de l'Arc de Triomphe, dernière réunion, etc. Et avec mon directeur de production, il me dit, alors voilà, tu vois, on va partir d'ici, on va aller là, ça va aller tout doucement, tu sais, guitare et tout, puis alors il y aura des écrans, etc., etc., etc. Et cette réunion, elle est au mois de février. Et d'un seul coup, j'ai le flash. Je dis, mais Roger, c'était Roger Abriol, les écrans, au mois de juin, les arbres sont pleins de feuilles. On verra pas les écrans, donc les gens seront là depuis 2, 3, 4 heures du matin, et même si ça va très doucement, ils vont voir passer 3 minutes, 4 minutes. C'était une fausse bonne idée, il a fallu avoir Johnny pour lui dire que ça serait pas comme ça. Donc hommage national sur les Champs-Élysées, hommage national ensuite place de la Concorde et l'église de la Madeleine, probablement là... Probablement, c'est ce qui se Il est au Mont-Valérien, là? Oui. Il est au Mont-Valérien, peut-être là aussi un premier hommage du public? Je pense, parce que là, je suis monté hier matin, mais j'avoue que on n'est pas rentré dans les détails hier matin. On était dans l'émotion, et donc mon chef de sécurité, Jimmy Refas, qui s'occupe de tout ça avec son manager, Sébastien Farran, ils sont en train de voir, mais on va avoir toutes les précisions en fin de matinée. En fin de matinée, la préfecture, la présidence de la République, évidemment. Évidemment. La Madeleine, l'église de la Madeleine, il était croyant. Il parlait de sa foi. Il avait cette croix. Oui, il avait cette croix. En permanence autour du cou. Il a toujours eu cette croix. Il a toujours eu cette croix, oui, absolument. Absolument. J'ai jamais vraiment parlé de ça avec lui. Bon, il n'était pas pratiquant, ça c'est sûr, mais je pense qu'il croyait. Je pense qu'il croyait à quelque chose. Samedi soir, vous avez passé la soirée avec Laetitia et la famille. Et à un moment donné, Laetitia vous a pris par le bras, vous dit on va aller le voir. Oui, déjà en arrivant, je suis allé le voir et j'ai blagué, je ne suis pas resté longtemps parce qu'il était déjà très fatigué. Et on a blagué pendant 10 minutes, enfin je fais comme s'il n'était pas malade, quoi. Et tout, il a blagué avec moi, et puis j'étais en effet le revoir après le dîner. Et c'est totalement passable, c'est idiot ce que je vais vous raconter, mais ça me reste, c'est sa dernière parole avec moi. Et j'avais un pull blanc en col roulé et tout. Et j'ai dit, bon, mon Johnny, tu remanges un peu plus là, parce que t'as quand même un petit peu, qu'un que toi, oui. T'as une tache. J'avais, mais quelque chose. Il a fallu que je rentre à la maison pour arriver à la trouver. Une tache. C'était Johnny. Jusqu'au dernier moment, il me balançait un truc, sachant qu'il pouvait m'énerver un petit peu, il m'énervait.
votre émotion si profonde hier soir, Michel Drucker. Vous avez dit, moi, j'ai malheureusement enterré tant d'amis, mais jamais vous n'aviez été autant ému. Jamais, Michel. C'est compliqué. Vous étiez bouleversé hier soir. Et nécro à la télé, c'est compliqué. Et puis, j'ai beaucoup hésité avant d'accepter ça, mais je savais que je pouvais pas refuser de rendre hommage à Johnny pour 1000 raisons. Mais c'était d'être tout seul face à une caméra. Moi, je n'utilise pas le prompteur. Je me suis concentré beaucoup, d'autant qu'il y avait des plages où il fallait que je sois un peu dans l'impro, même si j'avais réfléchi. Et puis plus l'émission avançait, plus je me rapprochais d'une séquence que je redoutais beaucoup, qui est la lettre en images que Laetitia avait écrite pour Johnny lors de leur dernier grand show. C'était cette surprise qu'elle lui avait fait. Et en réécoutant ça, j'ai décroché de l'écran pendant 2 minutes. Et là, il y a plein d'images qui sont revenues. C'était la fin de l'émission. C'était la fin d'une époque. La dernière fois que j'avais vu Johnny, on avait une longue conversation dans sa loge au Zénith de Limoges. Il m'avait dit qu'est-ce qu'on a fait de nos 20 ans. Et subitement, voilà, il y a un flashback de replay fulgurant qui est venu et j'ai revu beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs. Et puis voilà, je voulais terminer en disant tu aurais pu vivre encore un peu, qui était le titre d'une chanson de Ferrat, et d'ajouter, pour reprendre le Luron et Charles Aznavour, mais nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Et j'ai eu du mal à dire ces phrases-là parce que la tension nerveuse, l'émotion, et surtout, je sais pas, vous êtes un homme d'antenne d'expérience, Jean-Jacques, il y a des moments dans la vie où on sent que l'émotion va être très forte. Sauf que là, c'était devant des millions de gens et je me dis comment je vais terminer cette émission. Et puis voilà, et puis je me suis dit, tu te donnes en spectacle en écrasant quelques larmes, mais j'ai pas pu me retenir. Mais non. Mais non, la sincérité, sincérité n'est jamais un spectacle. Je me disais, c'est un peu impudique de craquer comme ça, mais c'est compliqué. Hein. Il y a quelques minutes, nous parlions avant l'émission, et vous me disiez tous les deux, il doutait. Il doutait de tout. Ouais, de tout. La quiétude de Johnny, c'était... Je parlerai moi du côté spectacle, c'était... Oui. Puisque carrière aussi. C'était le patron. C'était le patron sur scène, c'était le patron avec ses musiciens, mais il doutait. C'était même les autres artistes l'appelaient le patron. Les autres artistes, les autres vedettes. Il avait placé la barre tellement haut à chaque fois qu'il voulait rester. Un spectacle fort devait être suivi par un autre spectacle plus fort. Voilà. L'histoire de l'hélico se renouveler. Elle est extraordinaire, l'histoire de l'hélico. Racontez. Il m'appelle un jour, il me dit, je vais faire le Stade de France en septembre 98. Il ne sait pas à l'époque, et Jean-Claude est mieux placé que moi pour le dire, que évidemment le Stade de France, ça se réserve des années en avance. Et personne ne sait qui va chanter 2 mois après la victoire de Zidane et Deschamps. 2 mois avant, la France gagne la Coupe du Monde. 98. Donc il va chanter, il découvre en fin juillet qu'il va chanter dans le stade le plus connu de la planète depuis 2 mois, le fameux Stade de France. Il faut savoir ce qu'a été la victoire des Bleus. Donc ça, et il m'appelle en janvier, et il cherchait une idée. Jean-Claude Dessay, il a toujours... C'est Maurice Chevalier qui lui avait dit, écoute bonhomme, il avait 17 ans. Il dit, écoute bonhomme, si tu veux réussir un spectacle, t'arrives avec une chanson canon. Une chanson, on en prend plein les yeux, une scénographie originale, on voit que ça. Tu termines le spectacle 2 heures après avec une chanson forte. Donc il a terminé par l'hymne à l'amour, par la quête de Brel, etc. Et au milieu, tu te débrouilles. Il a jamais oublié ça, Johnny. Il n'y a pas une entrée de Johnny qui n'a pas été exceptionnelle. En moto, la foule, le point. Je me souviens du point, oui. La traversée de la foule au Parc des Princes. Mais le point... Mais Jean-Claude a vécu tout ça de très près. Ça, je l'ai vécu. C'était pas prévu que je traverse avec lui. Bon, mais non, je l'ai amené jusque-là. Je ne saurais jamais. J'avais mes talkie-walkie, j'étais pas du tout prêt à faire cette chose-là. Et ça a été... Mais le point... Pardon de Johnny, pardon Michel, mais pour moi...
ça restera toujours la plus belle entrée pour moi. L'hélico. Non, pas l'hélico. La traversée. La traversée. La traversée. Mais alors l'hélico, c'est une histoire incroyable. Oui. Parce qu'il m'appelle en janvier, en pleine nuit, il me dit, parce que Johnny, il voyait des films, la pièce de la maison où il était tout le temps, c'était pas la peine d'avoir des bateaux, des grandes maisons, il restait dans la salle de projection jour et nuit. Ah bon? Et toutes les nuits, il était insomniaque, il regardait des films. Et quand il avait une idée, il appelait. Mais il appelait sans se rendre compte qu'il est 4 heures du matin à Paris, qu'il est aux Bahamas. Il m'appelait tous les 15 jours. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now en pleine nuit? Je suis réveillé par Gene, dit, t'as vu Apocalypse Now de Coppola? Quand ils attaquent le Vietnam à 4 hélicoptères, bon, pour le Stade de France, t'es pilote d'hélico, tu vas m'amener en hélico, et on va faire un rase-mode, une escadrille, tu me déposes sur la foule dans l'hélico et tu redécolles. Je me réveille, je dis, mais j'ai fait un cauchemar. C'est devenu un cauchemar. J'appelle Jean-Claude, il me dit, il veut absolument un hélico. Jean-Claude dit, laisse tomber. Je dis, il n'a pas laissé tomber. Tous les 15 jours, ils sont prêts à 4 heures du matin. Et à chaque fois, il me disait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je dors. Mais tu dors tout le temps? Je dis, à 4 heures du matin, oui. Ils sont prêts, les hélicos? Je dis, on n'a pas le droit. Sauf si c'est le SAMU. On peut pas survoler une foule en hélico. Mais il me dit, tu viens avec 4 hélicos du SAMU. Et on a réussi. Alors, et au moment où on décolle, ça y est, j'ai enfin réussi mon pari. On décolle ici les Moulineaux, on va au-dessus de la Défense, on ouvre la glissière d'un hélico, je peux vous dire. Même quand les portes sont fermées avec le rotor, c'est bruyant, on ouvre pour qu'on voit qu'on est au-dessus de la Défense. C'est une arrivée extraordinaire. On est à 4 minutes 30 du Stade de France. Et là, on ouvre et il hurle dans mon casque, arrête ça tout de suite, j'ai le vertige. 6 mois de boulot. Et il me dit, j'ai toujours le vertige, même petit. Et il me dit, arrête, sinon je vais gerber. Bon. Et bien, on a continué et il l'a fait. Il l'a fait comme un cascadeur professionnel. Il l'a fait. Et moi, je le retrouve à la fin du concert. Alors, t'étais content, l'hélico? Et il me dit, pourquoi t'as eu peur? Ça c'était l'humour de Johnny. Alors, je vais vous prendre 3 phrases que j'ai relevées. Je vais vous les lire et vous allez réagir. Cela m'agace qu'on me traite d'imbécile. C'est parce que je suis quelqu'un de timide dans la vie. Je n'aime pas trop parler. Je ne m'exprime pas du tout comme ce que je pense dans ma tête et quelque part ça m'arrange car on ne se méfie pas des cons. C'est ce qu'il disait à France Inter. C'était en 1980. Quand on voit ce que toute la presse écrit aujourd'hui sur lui, que tous les intellectuels lui rendent hommage, tous les hommes politiques, tous les gens les plus lettrés disent un mythe. Mais il savait tout sur tout le monde, Johnny. Ah oui, il rentrait dans un restaurant. Il avait, s'il y avait quelqu'un qu'il aimait pas, il le sentait tout de suite. Il le sentait tout de suite. Même s'il le connaissait pas. Il balayait la salle, il voyait tout de suite. Mais comme un animal, c'est un félin. Un félin. En 30 secondes, il savait qui l'aimait, qui l'aimait pas. Et qui le prenait pour un idiot. Autre phrase. On n'échappe pas à son enfance. Oui, c'est vrai, au fond, je suis quelqu'un de malheureux. Je me méfie des gens trop heureux. Ce n'est pas normal. Oui, Johnny a été marqué en effet par son enfance. Il a quand même une enfance terrible entre un père qui l'a abandonné, une mère qui l'avait confié à une tante, etc. et tout. Et ce concours familial, il ne l'a jamais connu. Il ne l'a jamais connu. Nul ne guérit de son enfant, chantait Jean Ferrat. Mais moi, l'image que je vais garder de Johnny aussi, c'est lui tout seul sur la tombe de son père le jour de l'enterrement de son père. Il y a le garde du corps qui l'a déposé. Jimmy, Jimmy, il est allé tout seul. Il était seul sur la tombe de son père. C'est comme une image incroyable. Il était tout seul, il n'y avait personne. Pas de famille, rien. C'est une image incroyable. Mais si on veut comprendre Johnny, il faut ne jamais oublier ce chapitre de sa vie, quoi. Autre phrase, j'ai besoin de faire le chanteur, de faire l'acteur. J'ai besoin du public, c'est vital. C'était sa nourriture, le public. C'était sa nourriture, c'était... Johnny, on pouvait le voir mourant une heure avant de rentrer en scène. Il y a des fois, il était vraiment pas bien, et une demi-heure avant, il mettait son habit de lumière et il l'envoyait. Ça allait. Mais combien de fois aussi... Une piqûre de cortisone de l'infirmier Jean-Claude Camus. Vous étiez infirmier, Jean-Claude Camus. De temps en temps, bah oui, je suis infirmier à l'armée de l'air. Et oui. Voilà. Et combien de fois il m'a fait le coup, j'arrivais à 6h du soir, il était allongé sur le canapé, etc. et tout. Je ne veux pas chanter ce soir. Jean-Claude appelle le samedi. Cela dit, Jean-Claude, il y a des soirs, on se demandait vraiment s'il allait chanter. Il y a des fois, on s'est posé la question. Aérosol, assistance respiratoire, insuffisance pulmonaire à 19h, et à 20h, il était sur scène. Mais, et puis d'un seul coup, il voyait commencer à faire le téléphone. Au bout d'un moment, je commençais à faire le téléphone pour appeler et tout. Et là, grand éclat de rire. T'es content. Et là, c'était reparti. Il m'avait fait bien marcher. Il était régénérescence. Ah oui. Dans BC. Il rentrait dans la loge et il disait, je ne chanterai pas demain. Et il chantait. Il m'a fait le coup un soir à Limoges il n'y a pas longtemps. Il me dit, il dit à Sébastien Farran, il dit, je chanterai pas demain.
Je dis, mais demain tu chantes encore. Il dit, tu chantes où? À Limoges. Il dit, mais je viens de chanter à Limoges. Il dit, oui, tu chantes 2 fois à Limoges. On était au 45e concert, il en a fait 95. Ouais. Je voudrais ce matin aussi, Jean-Claude, rendre hommage à Laetitia. Je voudrais le faire. Pourquoi? Parce que derrière chaque homme, il y a une femme. Derrière ou à côté. Importante. Et elle a été si importante pour Johnny ces 20 dernières années. Quand je pense à tout ce qui a été dit lorsqu'il l'a rencontrée, elle avait quoi, 19 ans et demi, Laetitia, lorsqu'il l'a rencontrée. Ça ne durera pas. Ça, oui, mais ça a duré 22 ans. Moi, j'ai vécu avec beaucoup de choses ces derniers temps. Comment elle s'est occupée de lui, mais d'abord, elle lui a donné la vie de famille. Une vie de famille, je les ai vus à Los Angeles avec ses 2 filles. Mais j'ai vu un papa, mais vraiment avec ses filles sur les genoux, les câlinant, etc. et tout. Elle a réussi à le sortir pratiquement de ses excès. Mais franchement, il est parti heureux. Ça, je peux vous dire, il est parti heureux. J'ai encore vu. Je vous dis samedi comment elle était avec lui. Elle s'est vraiment battue. Elle y a cru jusqu'au dernier moment. Puis c'est l'occasion de tordre le cou à tout ce qui est dit ici ou là, tout ce qu'on entend évidemment, toutes celles et ceux qui se prétendent amis, qui se prétendent proches, dépositaires de la pensée. Oui. À ce sujet, j'ai jamais vu autant de gens témoigner sur Johnny hier et jamais autant de gens qui ne le connaissaient pas. Ah bah, ou peu. Ah bah, oui. Ça me fascine toujours. Moi. Je peux te dire, oui, j'éructe entre hier sur une autre antenne et même chez vous et tout. Oui. Mais Laetitia, je lui dis, mais la famille est réunie. La famille est réunie autour de Johnny. Non, mais parce qu'on entend tant de choses. Non, c'est faux. Moi, j'étais Oui. Je veux pas rentrer. Non, le clan est là. Dans l'intimité de la famille, mais, je peux vous dire. Disons la vérité. Voilà. Alors la vérité. J'en ai assez d'entendre des mensonges. Hier à 11h, il y avait dans la chambre parce qu'ils sont venus voir leur papa et ensuite ils sont montés dans la chambre de Laetitia. Il y avait Laura, il y avait David, il y avait Nathalie Baye, voilà. Et je les ai vus puisque moi j'étais dans la chambre à ce moment-là avec Laetitia et qu'évidemment par décence je me suis retiré moi dans la salle de bain pour laisser la famille en même temps. Donc il faut qu'on arrête ça. Vous savez Laetitia, parce qu'on est souvent amnésique, il l'a rencontrée, elle avait 20 ans à peine, mais elle, c'était déjà une adulte depuis longtemps, parce que elle a vécu aux États-Unis, elle a connu le monde de la nuit, son papa avait des boîtes de nuit à Miami. À 13 ou 14 ans, elle était déjà une femme costaud. Elle s'est occupée beaucoup de son père. C'était une femme très forte. Il a failli mourir, souviens-toi, à Los Angeles. Il est resté dans un coma, on ne sait pas s'il allait en sortir. Donc elle a connu, elle, des années de bonheur avec Johnny, mais elle a connu des années où elle a été son infirmière, sa confidente, sa compagne, celle qui l'a rassurée. Et c'est vrai qu'il y a eu avant et après Laetitia dans sa vie. Oui, absolument. Non, mais tout à fait d'accord. C'est quand on a eu, je veux dire que bon, comme dans tout divorce, quand on a une autre séparation avec Johnny, il y a des paroles dont on a reparlé tranquillement et qu'on regrette les C'est lui qui vous a rappelé d'ailleurs. C'est Laetitia. C'est Laetitia. Je le dois à Laetitia et pour ça que pour moi. Parce que 5 ans de brouille. Si Johnny était parti, que j'ai que 5 ans, mais je sais pas où j'en serais. Mais c'est Laetitia qui c'est passé une première fois par une déclaration que j'ai faite. Alors que depuis 5 ans, je disais rien sur Johnny et sur BFM chez vous. On m'appelait un soir quand il y a eu le procès en diffamation sur l'avance Aster et on m'appelle et on me dit on cherche à joindre un intime. J'ai dit écoutez, je suis plus intime depuis quelque temps. Oui, mais vous êtes au courant? Non, on m'explique l'affaire et tout. Et là, je suis parti en vrille. J'ai dit écoutez, il faut qu'on arrête de mettre, pardon de l'expression, toutes les saloperies du monde sur le dos de Johnny. Mais que je sache, Johnny ne s'est pas marié 2 fois sous la contrainte et la violence. Voilà. Et donc, Johnny et Laetitia à Los Angeles, ils regardent les émissions françaises. C'était évidemment en boucle toute la journée chez vous. Et Laetitia, le lendemain, m'envoie un merveilleux texto. Merci, m'appelle mon coco. Merci mon coco, ta générosité, etc. Et c'est parti de là. Et puis au mois de mai l'année dernière, j'étais à Bruxelles. Et comment dirais-je, déjà avec mon promoteur local qui rentre à l'hôtel, tombe sur Laetitia et dit je viens de déjeuner avec Jean-Claude. Ah, faut que j'appelle mon coco. Le téléphone sonne, en effet, Laetitia au téléphone. Elle me passe, je te passe Johnny.
Je n'avais pas entendu depuis. Et tout, comme si je l'ai quitté la veille. Ouais. Allô, comment tu vas? De ta jambe, il était au courant que j'avais eu un grave accident, etc. et tout. Puis ça me dit, tu veux venir au concert de Jean-Claude? Ben, je dis, si je suis invité, je viens. Et là, les retrouvailles dans la loge avec mon Johnny. Généreux. S'il y a Oui. un mot, je ne l'ai pas connu, moi je prétends rien du tout. Moi, un jour, Mais- j'ai fait un portrait de lui qui va passer dimanche, Oui. dans Vivement Dimanche prochain, qui n'a jamais, c'est presque un inédit, il a jamais été, il a 25 ans. Donc Johnny a 50 ans, on lui fait un portrait magnifique, il est d'une beauté à la Lorada. Il voulait nous faire visiter sa Lorada, sa belle maison au-dessus de Ramatuelle. Et il était absolument magnifique. Et on a dîné ensemble. Il y avait France Gall qui était là d'ailleurs. Puis à la fin, il me dit on se connaît depuis si longtemps. Je t'ai offert une Harley Davidson. On va dans le garage. À toi aussi? Oui, une Harley Davidson hallucinante, une espèce d'objet non identifié. Il me dit tu verras, elle monte à 250. Je dis d'accord. J'ai dit mais je sais pas faire de moto. Et il le prenait très mal. J'ai dit, mais Johnny, tu me vois Harley Davidson, moi, ça. C'était Johnny. Il était capable de ça, de vous offrir une Porsche. Hein, voilà la clé. Ah oui, Ouais. et d'une générosité. J'ai eu ça aussi, moi, dans mon jardin. J'arrive un soir, j'avais une villa à Saint-Tropez. Belle Harley Davidson bleue. J'appelle Johnny, mais tu es fou. Non, je suis pas fou. J'en ai marre de toi rouler sur ton scooter pourri dans Saint-Tropez. Et moi, il dit, mais je me suis fait me dire, ça va donner un coup de jeune. Ouais. Je vais terminer évidemment en chanson. Quelle est votre chanson préférée? Je te promets. Je te promets. On écoute un peu en même temps. Je te promets. Et Michel? L'envie d'avoir envie. Et l'envie d'avoir envie. Pourquoi je te promets? Jean-Claude Camus. C'est une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman. Et Oui. c'est ma préférée, j'en ai tellement. Évidemment, tellement. mais celle-là, je la trouve magnifique, je la trouve pleine de tendresse, pleine de...